Cette semaine, j'ai fait appel au regard décalé de l'économiste Étienne de Calataï pour analyser un tournant stratégique majeur, la rupture presque consommée entre l'Europe et les États-Unis. Entre dépendance militaire, fragilité budgétaire et recul des investissements, Étienne de Calataï dresse un état des lieux sans complaisance. Il décrypte les risques, les priorités et les choix politiques qui détermineront la place de l'Europe dans le nouvel ordre mondial. Un épisode qui offre des repères clairs pour comprendre ce moment charnière et les décisions qui attendent les dirigeants européens. Soyez les bienvenus. Bonjour Étienne de Calataï. Bonjour Gaël. Je suis vraiment ravie de t'avoir en tant qu'économiste dans ce podcast du regard décalé parce qu'on a de grands sujets d'actualité dont certains qui tu affectionnes particulièrement. Ce qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est ce plan de stratégie nationale de sécurité proposé par les États-Unis comme à chaque mandat présidentiel. C'est vrai qu'il arrive tôt cette fois-ci. En général, les présidents les proposent un peu plus tard dans leur législature. Il a beaucoup fait parler ce plan national parce qu'entre autres, le ton est quand même très dur avec l'Europe. Certains parlent même de rupture. Oui, cette notion de rupture est intéressante. En fait, on est dans un contexte de relations transatlantiques détériorées depuis plus longtemps qu'on ne veut bien le croire. Quand président Macron a parlé d'un OTAN qui était en état de mort clinique, on l'a pris bizarrement, alors qu'en fait, il avait raison. En fait, ça nous amène à nous interroger sur la nature de ces relations entre États-Unis et Europe. Et je pense qu'il est important de remonter un peu dans le fil de l'histoire. Ce n'est pas de tout temps que les Américains adorent les Européens. Au XIXe siècle, les Européens n'étaient pas nécessairement perçus positivement aux États-Unis. Ce qui a changé, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Pour partie aussi aidé par un narratif. Et moi, j'ai grandi avec ce narratif. C'était le débarquement de juin 1944. C'est les Américains qui sont venus nous sauver. Des héros. C'est nos parents qui nous emmènent voir les plages du débarquement et qui sont dans la gratitude. Mais en fait, il faut peut-être, c'est le regard de l'économiste, mais se demander pourquoi pourquoi ces Américains étaient ce grand frère pour l'Europe. Et on peut voir trois raisons. La première raison, c'est très pragmatique. On était le rempart contre le communisme. Le communisme était la menace de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, on était aux premières loges. Donc, on allait nous soigner parce que nous étions, en fait, des sous-traitants de leur défense d'une manière comme une autre. Deuxième dimension, nous étions le principal partenaire commercial des États-Unis. Ça, tout comme le premier point a volé en éclats en 1989, le deuxième, entre guillemets, volé en éclats, on pourrait dire avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, mais plus largement avec la globalisation, le rôle de l'Europe comme principal partenaire commercial, lieu d'implantation des multinationales. Regardons toutes les multinationales américaines qui étaient sur notre territoire. On se souvient de Caterpillar, mais il en était d'autres. Donc ce deuxième point-là aussi, aujourd'hui, il n'est plus tout à fait là. Et le troisième, c'est peut-être qu'il y avait un sentiment de valeur partagée. Et celui-là, il a beaucoup évolué et beaucoup d'Américains conservateurs considèrent que tout ce qui est wokisme, tout ce qui est, c'est de la perversion venue d'Europe et disent ne pas se reconnaître dans tout ce qui est mouvement, par exemple, d'égalité ou de non-discrimination, comme on peut, et fort heureusement, les connaître chez nous. Donc voilà comment je verrais cette relation. Donc ce n'est pas que de tout temps. On a su vivre sans ce parapluie américain. On va devoir réapprendre à vivre sans le parapluie américain. Alors c'est vrai que là, quand on lit un petit peu, il y a beaucoup de critiques sur l'Europe, on ne peut pas donner tort à tous les niveaux à Donald Trump. On a une Europe qui s'est peut-être un peu reposée sur ses lauriers à certains niveaux. Il n'empêche quand même qu'on a un peu l'impression que Donald Trump ne cherche pas des alliés, mais des alignés. Oui, ou peut-être même, on pourrait même aller un peu plus loin encore et cherche des ennemis. Il cherche à désigner un ennemi, il cherche à fédérer, c'est une approche communautariste d'une certaine manière, et il faut désigner des ennemis, et c'est encore mieux si l'ennemi il est de l'extérieur. Si l'ennemi il vient du Venezuela, ou s'il vient de l'Europe, ou s'il vient de... S'il y a la consommation de drogue aux États-Unis, c'est peut-être un peu à cause de certaines personnes au Venezuela, mais c'est peut-être aussi pour d'autres raisons économiques, sociales, psychologiques que l'on va trouver aux États-Unis et pas ailleurs. Et donc, dans l'attitude ici de Trump, il y a peut-être même cette idée de se fortifier en désignant l'Europe comme la source d'une décadence
sans voir l'évolution de la santé mentale des Américains, à propos de laquelle l'Europe n'a pas grand-chose à faire. L'impact désastreux, délétère des réseaux sociaux, c'est pas les Européens qui ont fait TikTok et qui ont fait Insta et qui ont fait ces trucs-là. Alors, on peut se demander effectivement quel est le danger que pourrait avoir Donald Trump. Parlons économie, justement, vraiment. J'ai entendu dans les analyses de ce plan de sécurité, certains critiques parlaient de prédation de la part de Donald Trump et d'un esprit uniquement mercantile. Il y a quand même là aussi un risque pour l'Europe, en fait. Il y a un risque effectivement que le puissant nous torde le bras et nous exige de nous de payer. Je sais qu'on a relativement peu de terres rares et autres ressources naturelles, donc c'est pas tellement là qu'on va trouver l'explication, mais il peut tordre le bras en disant je vous impose d'investir X centaines de milliards chez nous, je vous impose ceci ou cela, je vous impose de ne pas faire de réglementation dans le domaine par exemple de la technologie, de la préservation de la vie privée ou ce genre de choses. Donc là, oui, il y a ce danger qu'il nous impose des choix et c'est évidemment extrêmement dangereux. Il faut y consacrer beaucoup d'attention et il faut s'autonomiser par rapport aux États-Unis et à cette dépendance par rapport à des diktats qui nous viendraient d'outre-Atlantique. Alors justement, cette autonomisation, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que l'Europe ne s'est pas trop endormie et n'a pas trop, je ne sais pas, attendu que les choses passent ? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et l'Europe a des atouts sur le plan, par exemple, c'est mon domaine, la finance, en matière de capacité de financement, on n'a rien à envier aux États-Unis. Notre système financier, notre épargne, notre système bancaire, tout ça, il y a moyen de mobiliser des ressources. Deuxième chose, il vous faut de l'argent, il faut du cerveau. En matière de capital humain, oui, c'est sûr qu'on n'a pas Harvard, mais on n'a pas le MIT, mais en attendant, le niveau moyen de formation des Européens n'a pas trop à jalouser celui des Américains. Et donc, on peut certainement penser que nous avons les ressources intellectuelles et financières et on pourrait même imaginer demain qu'on développerait des solutions qui n'ont pas besoin de ces matières premières dont nous sommes dépourvus, mais trouver autre chose. Dans les batteries de demain, on pourrait imaginer que l'on n'ait pas besoin de cette terre rare dont nous sommes privés et qu'on fasse d'autres batteries avec d'autres choses dont nous disposons. Mais c'est aussi pourquoi il y a une dimension tout à fait importante qui est la dimension énergétique. L'énergie renouvelable, outre ses qualités environnementales, a une qualité d'autonomie. Le vent, il est chez nous, et le soleil, peut-être pas assez, mais il y en a aussi chez nous. Et donc, c'est un deuxième élément. Et c'est pourquoi il ne faut pas ramener le débat sur les questions environnementales à une question, par rapport aux énergies renouvelables, uniquement sur la dimension environnementale, même si, bien sûr, l'environnement, c'est crucial. Alors, on va en parler de l'environnement dans un instant. Je voudrais juste, avant, te poser comme une petite question, parce que tu parles de capacité financière de l'Europe. La semaine dernière, dans ce podcast avec Bernard Keppen, justement, lui, il estimait au contraire presque que l'Europe avait tant tardé à investir, qu'aujourd'hui les postes d'investissement sont devenus tellement importants, que ce soit investir dans la défense, que ce soit investir dans l'industrie, que ce soit investir dans la durabilité, en faisant entre autres référence au rapport Draghi, que finalement sa capacité de financement, elle était devenue impossible quasiment, étouffante en tout cas. Je ne suis pas sûr. Draghi citait un chiffre qui approchait les 1000 milliards. Ça fait évidemment tourner la tête pour un auditeur lambda qui n'a évidemment pas ça sur son compte à vue, ni même sur son compte d'épargne. Mais en attendant, par rapport au volume d'activité économique de l'Europe, n'oublions jamais, nécessité fait loi. On a su se mobiliser pour sauver le système financier en 2008. On a su se mobiliser pour sauver la Grèce et d'autres pays en 2012. On a su se mobiliser en 2020 face à la Covid. On s'est mobilisé, peut-être pas assez, mais quand même pas mal par rapport à l'Ukraine. Donc non, c'est la fameuse phrase de Monnet. Des gens acceptent les réformes quand ils en voient la nécessité et malheureusement, ils n'en voient la nécessité qu'au moment de la crise. Mais il faut bien voir qu'ici, nous sommes dans une situation de pré-crise. Alors, est-ce qu'il faudra une vraie crise, je ne sais pas moi, Poutine qui envahit un pays balte et les Américains qui laissent faire et nous qui nous réaliserions que nous n'avons pas les moyens de nous défendre pour
réellement faire cet électrochoc et qu'on se mobiliserait. 800 milliards d'euros, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, mais ça se trouve à la somme des budgets européens. Oui, c'est possible. Donc si je t'entends quand même, tu temporises un peu la critique qu'on fait à l'Europe en ce moment d'être trop dispersée et pas suffisamment unie dans une même vision. Non, là je la rejoindrais en disant on n'a pas encore cette vision commune, mais si nous ne l'avons pas, c'est pas d'abord la faute de nos politiciens et de nos politiciennes, c'est d'abord parce que nous, citoyens, nous nous disons européens, mais nous ne le sommes pas vraiment. On s'intéresse beaucoup plus à un fait divers qui a lieu à Ostende qu'on s'intéresse à un fait divers qui a lieu à Dunkerque. Oui, on est belge, entre guillemets, avant d'être européen. Et donc c'est même pas une question de langue dans mon exemple, puisque le francophone va plus s'intéresser à Ostende, où on parle néerlandais, qu'à Dunkerque, où on parle français. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument fortifier cet esprit européen. Les autorités s'y sont déjà engagées. Vous savez, sur le plan financier, les systèmes sont déjà très, très dépendants de décisions communes. Nous sommes très solidaires des finances, par exemple, italiennes. Si une banque italienne va mal, c'est une mauvaise nouvelle pour le Belge lambda. Mais donc, on a une intégration, mais qui s'est faite de manière un peu larvée, un peu cachée. Et on n'a pas assez de cet esprit européen parmi la population. Ce serait un grand facteur à cultiver. Non pas qu'il faut souhaiter un nationalisme européen, il faut souhaiter une prise de conscience européenne. Alors venons à ce chapitre énergie, on en parlait, c'est un élément qui est quand même important, c'est un point sur lequel l'Europe peut jouer et pourtant, jeudi, la Commission européenne a décidé de faire quand même considérablement marche arrière par rapport à son plan environnemental, en l'occurrence en assouplissant les règles des obligations des entreprises. Elle a un peu vidé de son sens finalement ce pacte vert qui avait été mis en place par la précédente Commission. Alors, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Dans le monde du XXIe siècle, en 2025, dans la société de l'information qui est la nôtre, se dire qu'on renonce à de la transparence, qu'on renonce à de l'information, quiconque, quelles que soient même les aspirations environnementales que l'on a ou que l'on n'aurait malheureusement pas, doit souhaiter de la transparence et qu'on prenne une décision. Vous pourriez dire, c'est pas grave si tel sous-traitant en Bangladesh fait travailler des gens dans des ateliers dangereux qui peuvent s'effondrer. C'est ça, je me permets, pour ceux qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de ce pacte vert, l'idée vraiment résumée, c'était que les entreprises aient quand même une conscience environnementale dans ce qu'elles faisaient elles-mêmes, mais aussi de ce que leurs sous-traitants faisaient. Il ne s'agit pas effectivement de se dire, c'est pas de notre faute, c'est eux qui font, quoi. Voilà, et de le faire savoir d'une certaine manière, donc avoir une transparence, une information, une obligation de se renseigner. Et effectivement, là, on fait des marches arrière. Alors, par rapport à la situation d'il y a 25 ans, ce n'est qu'une marche arrière partielle. Par rapport à ce qui prévaut dans d'autres pays, ce n'est qu'une marche arrière partielle. Peut-être que le New Deal, certains diront, mais en fait, il vaut mieux 90% du New Deal, et plutôt que de voir les 10% que maintenant on doit rétrocéder, entre guillemets, on aura quand même fait un fameux pas en avant. Je crois que par rapport aux urgences environnementales et sociales, malheureusement, le New Deal ce n'était pas trop. Donc, en faire moins ne va évidemment pas me réjouir. On peut mettre la compétitivité des entreprises en balance prioritaire à la protection de l'environnement ? Je pense que cette notion de compétitivité, on ne peut évidemment pas l'écarter. Je suis moi-même actif dans le secteur privé, donc oui, on a des concurrents et donc il faut être compétitif, bien sûr. Mais d'un point de vue de macroéconomiste, et une étude du Fonds monétaire le redisait tout récemment, en fait, on se trompe en mettant l'accent sur la compétitivité. On ferait nettement mieux de mettre l'accent sur la productivité. C'est un parallélisme qui me vient à l'esprit, c'est comme l'entreprise qui chercherait à être la meilleure simplement en comprimant ses coûts. C'est bien sûr qu'il faut chercher à comprimer ses coûts, mais vous réussirez si vous avez un projet de croissance, si vous innovez, si vous avez de meilleurs produits. C'est ça qui fera votre succès, c'est pas la minimisation de vos coûts. Et bien ici, c'est la même chose. La compétitivité, c'est en fait, je ne vais pas dire la solution de celui qui n'a pas beaucoup d'imagination, mais c'est un petit peu ça quand même. Il faudrait nettement mieux que collectivement nous cherchions à être plus productifs, plus innovants,
en investissant plus dans la recherche fondamentale, dans nos universités, en ayant une formation générale du capital humain de plus haute et meilleure. C'est tout cela qu'il nous faut vouloir. Et ça, c'est ce qui fera la prospérité de l'Europe. C'est pas une course au moins 10 ans qui soit sociale ou environnementale. Vous savez, si on fait une course au moins d'exigences sociétales, les Indiens ou les Chinois la gagneront certainement avant nous. Si on fait une course à l'énergie, la meilleure marché, les Américains gagneront la course bien avant nous. Donc ce n'est pas dans une énergie fossile bon marché que l'Europe trouvera sa planche de salut. Une fois encore, l'industriel, l'entrepreneur qui nous écouterait aujourd'hui pourrait se dire mais il est complètement déconnecté, celui-là j'ai des concurrents et il se fait que du fait de ma facture énergétique je suis plus cher qu'un autre. Donc bien sûr au niveau individuel il faut réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça, mais il y a des réponses et par rapport aux besoins de l'industrie et notamment des énergies qui sont très intensives, enfin des industries très intensives en énergie, il y a une réponse. C'est d'une part c'est la taxation du CO2 à l'entrée, c'est une taxation selon les normes, c'est ce qu'on appelle le CBAM, peu importe. Donc une forme de taxation à la frontière pour ceux qui viendraient chez nous en n'ayant pas eu à répondre aux mêmes exigences environnementales. Et on pourrait même imaginer de coupler ça avec des subventions à la très grande exportation que certains secteurs que nous choisirions pourraient se voir subventionnés si effectivement, quand il s'agit de vendre hors Europe, ils sont pénalisés le fait de nos normes environnementales. Ça, c'est le débat. Mais c'est pas avec des normes plus faibles, c'est des normes plus hautes et des mécanismes d'accompagnement. Certains disent que l'Europe manque de courage. L'Europe manque d'unité d'abord. Et ceci dit, elle manque de vision. Le Green Deal, c'était autre chose. C'était une vision, c'était un agenda 2030, 2040, 2050. Mais effectivement, il faudrait plus de courage. Mais le courage, l'avons-nous en Belgique? Regardez les difficultés d'un gouvernement de Wever pour faire ce qui est le service minimum en termes d'assainissement des finances publiques. Et regardez les difficultés venant de droite et de gauche pour faire en sorte que nous cessions de dépenser beaucoup plus que ce que nous acceptons de payer au travers des impôts. Peut-être qu'on dépense mal, mais en attendant, si on dépense ce que l'on dépense, il faut accepter d'en payer le prix, et ça veut dire payer les impôts nécessaires. Donc la priorité, c'est réduire le déficit, mais à gauche comme à droite, du MR au PS, on va critiquer cette attitude qui est à mes yeux tout à fait déraisonnable. Donc le manque de courage, c'est l'Europe, mais c'est la Belgique, ce sont nos élus, mais c'est aussi les électeurs, parce que c'est les signaux qu'ils envoient c'est à l'autre à payer, c'est à l'autre à faire l'effort. Le courage, c'est de se dire j'ai ma part de l'effort à faire moi-même. Alors une dernière question pour boucler la boucle en fait. Est-ce que cette marche arrière de l'Europe en termes environnementaux, c'est pas une espèce de contagion de la pensée américaine et une manière finalement de retourner un petit peu dans les bons sentiments de Donald Trump? Ce serait trop facile de dire ça. Il y a certainement une part de l'explication qui va se trouver à Washington, mais en fait, il faut aussi voir l'impact de certains ici chez nous qui instrumentalisent ce discours trumpien pour mener ou relancer une croisade anti-ambition sociétale et qui n'est pas qu'environnementale. Hein. Je veux dire, la santé mentale de nos jeunes, c'est aussi un enjeu. Et c'est pas que l'environnement quand on se préoccupe de ce que font les plateformes. Donc c'est la question de l'investissement responsable et de la préoccupation sociétale. Elle est bien sûr environnementale, mais elle n'est pas que environnementale. Et on le voit dans les statistiques des jeunes qui sont aux études, le nombre de jeunes qui sont en détresse psychologique. Donc non, il y a chez nous des lobbies, il y a des gens court-termistes, il y a des gens, prenons le secteur de l'industrie automobile pour en citer d'autres, ils ont été mauvais. Je suis très cru, j'en aurais pas été meilleur, hein, mais ils ont été mauvais. Je veux dire, le secteur automobile français a perdu 40% de ses travailleurs entre 2005 et 2015. Donc avant qu'on ne parle de l'électrification du parc, ils ont juste été mauvais. Ils ont voulu continuer à profiter de la rente de situation sur laquelle ils assisent. Ils faisaient relativement bien les petits moteurs diesel grand public et voilà, ils avaient investi, ils avaient des équipements. Eh bien, ils ont dit laissez-nous faire le plus longtemps possible ce qu'on connaît, sur lequel on dégage de certaines
certaine marge, et ils n'ont pas du tout vu venir le vent de l'électrification. L'électrification, c'est une question environnementale, mais pas que. C'est une question d'autonomie stratégique, parce qu'une fois encore, le pétrole, on ne le trouve pas chez nous. Aussi longtemps qu'on aura besoin d'acheter notre pétrole aujourd'hui, enfin hier, aux Russes, ou notre pétrole ou notre gaz, hier aux Russes, mais demain, vous savez, les Saoudiens, ils ne sont pas génétiquement beaucoup plus sympas à l'égard de l'Europe que les Russes ne le seraient, hein, ou d'autres. Donc non, il faut s'autonomiser, il faut cultiver notre résilience, notre robustesse, et l'électrification du parc automobile passe par cela, est une des étapes pour cela. Et donc, oui, il faut bien voir que chez nous, on a un bon nombre d'industriels qui, avec une vue court-termiste, une vue de profit personnel, je n'en veux à personne de chercher son intérêt personnel, bien entendu, mais il faut bien voir que cette recherche d'intérêt personnel, qui va se traduire dans des actions de lobby, vont à l'encontre de l'intérêt général. Je noterai quand même, Étienne, que dans ce podcast, tu nous parles vraiment d'une pensée beaucoup plus commune et un peu moins centrée sur nous-mêmes. Merci en tout cas pour cet avis décalé et éclairé. Avec plaisir, Gaëlle. Belle journée.